des experts, mais la vie intellectuelle ne peut pas fonctionner sans autorité, les autoritates de l'ancien temps. C'est-à-dire, on ne peut pas tout refaire. Même en mathématiques, qui est l'ordre de ce qu'on est capable, il y a toujours des naïfs qui pensent qu'en mathématiques, on peut tout redémontrer. En principe, oui, mais on ne le fait jamais. Et donc, si vous voulez, il y a une question de confiance dans l'exercice de la pratique scientifique, qui est tout à fait mise à mal aujourd'hui par la corruption des experts, mais qui est en même temps très mal posée, notamment chez les jeunes, parce que, ils sont pas formés à repérer finalement ceux en qui on peut avoir confiance. Et ça s'apprend. Je ne parle pas de la pratique de l'autocritique, qui est quelque chose qui manque de façon extrêmement surprenante à la jeune génération, pas seulement à la jeune génération, mais alors là, il n'y a pas seulement l'école, hein, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais il est certain que le contexte religieux autrefois, avec l'examen de conscience, etc., nous prédisposait quand même à une autocritique, hein, c'est cette idée quand même dans laquelle on a vécu, beaucoup d'entre nous, d'un Dieu qui nous regardait les rayons X à côté, c'est Disneyland. Hein. Je crois quand même qu'il nous en est resté une propension à l'autocritique qui manque singulièrement dans le monde intellectuel des jeunes. Alors, je parle aussi de la culture générale, de la capacité à l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, ça ne veut pas dire tout savoir, on prétend savoir tout, mais ça veut dire savoir écouter autrui, savoir entendre ses besoins, savoir entendre ce dont il a besoin. Je l'ai bien vu dans l'exercice de l'expertise judiciaire, avant d'être honteusement viré de la liste des experts. Mais finalement, qu'est-ce qui distingue un expert judiciaire d'un expert tout court, à compétences supposées égales? C'est que l'expert judiciaire, il doit parler d'une façon compréhensible pour les parties, pour les juges, pour les avocats, et il doit aussi entendre quels sont leurs besoins. Voilà, donc si vous voulez, on pourrait aussi développer à l'extrême, mais je crois que là, il y a un vrai problème. Ceux d'entre vous qui font dans l'enseignement doivent être conscients aussi de l'importance de leur travail. J'en arrive maintenant, j'ai parlé de l'enseignement, je parle du politique, et je suis quand même un peu surpris de tout cet enthousiasme des gens pour ce député allemand qui a réussi à faire une commission d'enquête. Moi, j'avoue que j'aime pas beaucoup les résistants du 7 mai 1945, surtout quand ils sont allemands. Je trouve quand même qu'il a mis un peu, enfin ça reste entre nous, hein, vous ne le répétez pas, mais il a mis un peu longtemps, et ils mettent un peu longtemps à se réveiller, parce que finalement, le starting point, le point de départ, c'est « Ah, il y a peut-être des problèmes avec l'OMS ». Alors, je vous lis quand même une interview à laquelle j'ai donné pas mal de publicité, qui était parue en 97, mais qui remonte à 10 ans avant. Et c'est un commercial de Bicham, qui est aujourd'hui Glaxo, qui explique comment s'est constituée l'affaire du vaccin contre l'hépatite B. Il dit « Dès 1988, c'est-à-dire il y a 22 ans, nous avons commencé à sensibiliser les experts européens de l'OMS à la question de l'hépatite B. De 88 à 91, nous avons financé des études épidémiologiques pour créer un consensus scientifique sur le fait que cette hépatite était un problème majeur de santé publique, avec succès, puisqu'en 91, l'OMS a émis de nouvelles recommandations en matière de vaccination contre l'hépatite B. » Quelle est la différence entre ce truc qui s'est passé il y a 22 ans et ce qui s'est passé récemment, et ce que commencent à découvrir nos responsables politiques? Alors, là aussi, on voit que l'époque a changé, parce qu'il y a une naïveté dans cette interview qui est incroyable. Nous avons commencé de sensibiliser les experts européens. C'était quand même un peu inquiétant pour nous de penser que les experts européens de l'OMS ont besoin des commerciaux, c'est un commercial qui parle, hein, de l'industrie pharmaceutique pour être sensibilisé. Puis alors, nous avons financé des études épidémiologiques pour créer un consensus. D'habitude, quand on fait une étude, c'est qu'il y a un grand point d'interrogation et qu'on cherche la réponse. Là, on cherche pas la réponse, on l'a déjà, on va créer un consensus. Et avec succès, dit-il, on a réussi. Bon, je vous passe le détail, je vous renvoie ces pages, je ne sais plus, 170 de mon bouquin. Donc, finalement, pointer cette continuité de tromperie, c'est quand même pointer la déchéance du politique face au libéralisme sauvage. Et moi, j'avoue que je ne me réjouis pas particulièrement de toutes ces commissions d'enquête, d'autant que, finalement, on croit connaître d'avance ces conclusions, hein, puisque vous entendez, par exemple, le François Sauvadet qui
qui a demandé la commission d'enquête au Parlement, et il se défend de vouloir remettre en cause l'action de Roselyne Bachelot, qui a bien fait son job. Alors, si elle a bien fait son job, bon, on pourrait multiplier les exemples, et puis je voudrais aussi rappeler quand même que les demandeurs de ces commissions d'enquête sont quand même, je pense que je désigne tout à fait, par exemple, M. Le Guen, avec lequel je me suis frité à la télé, a été au mois de septembre à vitupérer, à stigmatiser le gouvernement pour sa passivité en évoquant le spectre complètement idiot de 1918, etc. Je me permets aussi de dire mon ébahissement devant la passivité des Verts, parce que voilà quand même un problème sur lequel on attendait la réaction des écologistes, on ne l'a pas eu. Alors, parlant du politique, je voudrais quand même aussi réfuter cette question du principe de précaution. Dans toutes les interventions publiques que j'ai faites ces dernières semaines, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit « Ah oui, mais le principe de précaution !» Alors, donc, j'anticipe. Le principe de précaution, d'abord, il n'est pas pertinent en médecine. C'est un principe qui a été développé pour les affaires environnementales. Et je vous rappelle qu'en médecine, on a un principe beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus ancien, qui est le principe de prudence hippocratique. Et je dis toujours, quand en médecine, on vous parle de précaution, commencez par rechercher le cadavre de la prudence et retrouver les assassins. Voilà, exactement. Deuxièmement, invoquer le principe de précaution en l'espèce, c'était invoquer un principe de précaution à sens unique. Car, ok, on allait nous protéger d'un virus extrêmement bénin, mais quid des risques de la vaccination? Quid du coût indirect sanitaire d'une campagne désastreuse au niveau de la désorganisation des services hospitaliers, au niveau bien pire, il y a eu des articles là-dessus dans le Lancet et dans le BMJ, des erreurs de diagnostic, c'est-à-dire des gamins qui se sont présentés avec des abdomens aigus, avec des méningites, on a dit c'est la grippe. C'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement. Troisième chose, il faut connaître les textes. Il y a un principe fondamental qui a tout de suite été posé dans les textes fondateurs du principe de précaution. Je vous renvoie à la loi Barnier, février 1995. Il faut que les mesures envisagées le soient à un coût économiquement acceptable. Qui oserait soutenir que le coût des mesures de Mme Bachelot a été économiquement acceptable? Enfin, également, et ça m'intéresse beaucoup, c'est à l'occasion du principe de précaution que les politiques ont... Parce qu'ils ne font pas que des bêtises, les politiques, ça leur arrive de réfléchir. Ils ont esquissé une distinction fondamentale entre le processus de l'expertise et celui de la décision. En disant, quand il y a controverse expertale, c'est le politique qui prend la décision. Or là, on voit très bien que toute la question de la controverse expertale a été balayée et le politique a essayé d'esquiver la décision à prendre en sélectionnant les experts qui disaient la même chose et en se mettant aveuglément à leur traîne. Bon, donc, si vous voulez, ce principe de précaution, j'espère avoir anticipé sur la discussion et qu'on n'en reparlera pas. C'est une perversion d'évoquer ce principe de précaution en l'espèce. Alors, le principe de précaution, on nous dit aussi, on invoque toujours, vous comprenez, il y a le précédent de la canicule. Alors le précédent de la canicule, il me fait doucement rigoler, parce que on va de précédent et d'aggravation en aggravation, parce que quand on voit finalement la progression des drames sanitaires, historiquement, c'est quoi? C'est grand 1, l'hormone de croissance. Ça commence dans les années 70, ça fait pour l'instant à peu près 125 morts. Grand 2, le sang contaminé. Là, les chiffres varient, à peu près 5000 morts. Grand 3, la vaccination contre l'hépatite B. Je vous rappelle quand même que c'était explicite quand Douste Blazy lance ça quand même. On voulait faire quelque chose de fort au moment où commençaient les affaires de sang contaminé, etc. On voulait montrer qu'en France, on était capable de faire autre chose que du sang contaminé. Le vaccin contre l'hépatite B, je le soutiens et je le soutiendrai jusqu'en enfer. C'est des dizaines de milliers de victimes, peut-être plus. On arrive ensuite à la canicule. La canicule, c'est 15 000 morts. Alors, vous allez me dire, c'est moins. 15 000 morts en 3 semaines. On avait quand même fait des progrès en moins. Donc, si vous voulez, moi, là-dedans, je ne veux pas entendre parler de principe de précaution. Je veux entendre parler de compétence et d'incompétence. Et me demander pourquoi, devant tant de preuves d'incompétence, eh ben, on n'a pas appris à faire mieux, soit en changeant les personnes incompétentes et en les remplaçant par des gens compétents, et je crois qu'on n'en prend pas le chemin, soit. Il y a un débat citoyen important là. Alors, la question politique aussi renvoie à la sanction du mensonge. Et là, bon,
j'ai dit que je n'aimais pas les conflits de personnes, les dénonciations de personnes, mais je crois qu'il y en a une quand même qui ne peut pas échapper à la dénonciation personnalisée, c'est Madame Bachelot, qui a... Là, on n'est pas, si vous voulez, dans des paramètres flous comme le nombre de chômeurs, la criminalité, l'endettement du pays, où c'est quand même extrêmement difficile de vérifier. Vous savez, il y a des polémiques éternelles. Là, on a des mensonges qui sont aisément documentables pour tout citoyen. Et donc, par conséquent, je présume, pour la Cour de justice de la République. Bon, Madame Bachelot dit « ce vaccin a été développé dans des conditions normales ». Madame Bachelot ment, et je la renvoie au rapport d'évaluation de l'Agence européenne qui dit exactement le contraire. Elle dit « ce vaccin est parfaitement toléré ». Madame Bachelot ment, je vous ai dit pourquoi. Madame Bachelot ment sur le nombre des personnes vaccinées. Elle dit dans Le Monde, elle écrit dans Le Monde, cette campagne de vaccination a connu un démarrage lent, mais rapidement, la population a massivement adhéré à cette démarche de prévention. Alors, comme je le disais, si les Français avaient aussi massivement adhéré au programme présidentiel de Sarkozy, eh bien, Madame Bachelot ne serait pas ministre de la Santé aujourd'hui. Madame Bachelot dit, on va annuler les contrats sans pénalité. Elle a menti. Elle dit « je suis entourée d'experts indépendants », elle a menti, et bon, etc., etc. Bon. Et elle fait également un sous-discours, ou plus exactement un discours de sous-visiteur médical, en faisant quand même une promotion du vaccin qui est indécente, qu'on n'aurait jamais vu, même dans des équipes commerciales excitées. Les bénéfices de cette vaccination sont immenses. Moi, je vous dis, il y a quand même une commission de contrôle de la publicité qui a une jurisprudence tout à fait vérifiable. Amusez-vous sur n'importe quel médicament à écrire, ou plus exactement, encore plus à dire à la radio et à la télé, les bénéfices de mon médicament sont immenses, vous allez voir ce que vous allez prendre. Eh bien, nous avons un ministre de la Santé qui dit des choses comme ça. La dramatisation de l'anecdotique, rappelez-vous le parenchyme du bébé irrémédiablement atteint, etc., etc. Bon. Alors, si vous voulez, j'en arrive à la question de la déréglementation, ou de la dérégulation, comme on dit, d'un vilain anglicisme. C'est-à-dire que finalement, on est là, j'ai parlé du libéralisme, et je suis toujours dans la question du libéralisme, on a là un libéralisme à sens unique, parce que finalement, la logique du libéralisme, c'est que normalement, il y a une logique, hein, c'est libre concurrence, etc. Prenez l'exemple du prix des médicaments. Allez chercher partout. Et lorsque vous interrogez même les plus grands dirigeants des plus grandes firmes sur pourquoi est-ce que les médicaments, ça coûte si cher, la seule chose qu'ils sont capables de vous donner, sans la moindre donnée chiffrée, vérifiable sur le coût du développement, c'est de dire, mais vous ne vous rendez pas compte le temps que ça prend. Allez voir, c'est partout. Là, avec un médicament qui a été développé en 2 mois, est-ce que vous croyez que les autorités sanitaires ont dit aux fabricants, écoutez, hein, bon, en 2 mois, vous allez quand même pas nous demander un prix exorbitant. Donc déjà, première anomalie. Deuxièmement, eh bien, j'ai parlé tout à l'heure de cette logique libérale qui vise la rentabilité à court terme et qui finalement épuise le savoir-faire des firmes. Donc, il y avait quelque chose à quoi tous les observateurs pouvaient s'attendre, c'est qu'un jour ou l'autre, l'industrie pharmaceutique, je parle de celle que je connais, c'est probablement vrai pour d'autres secteurs industriels, deviendrait incapable de faire des vrais médicaments ou des bons médicaments. Et on est exactement. Donc on a des produits défectueux. Et je maintiens qu'un vaccin qui n'a jamais fait la preuve de son efficacité et qui tue 7 personnes chez 2000 personnes testées au cours du développement, c'est un produit défectueux. Au sens légal du terme, au sens juridique. Mais un produit défectueux, normalement, il ouvre droit à une indemnisation des victimes. Et ce dont on se rend compte, et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'en réalité, non seulement l'industrie n'est plus capable de faire que des produits défectueux, mais elle est capable d'obtenir des exceptions à la loi pour les introduire sur le marché. Je vous recite le rapport de l'EMEA, de l'Agence européenne. L'autorisation a été donnée dans des circonstances exceptionnelles,
s'avère avoir correspondu à une mystification. Et non seulement il s'est introduit sur le marché, mais ils sont maintenus de force sur le marché avec la complicité active des autorités de contrôle. Je vous rappelle qu'à la différence de ce qu'ils ont... Enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'à la différence de ce qui s'est passé avec le vaccin contre l'hépatite B, dans cette promotion, dans cette publicité insensée du vaccin contre l'hépatite B, qui est jusqu'à preuve du contraire, un produit commercial fabriqué par des instances privées, on n'a pas entendu la voix des fabricants. Un tout petit peu au printemps, et on ne l'a plus entendu. Qui a-t-on entendu comme instance promotionnelle? Les experts de l'administration, le ministre le ministre de la Santé en personne. Les bénéfices de cette vaccination sont immenses. Vaccinez-vous. Rappelez-vous cette vidéo qui est sur Internet. Et non seulement le ministre de la Santé soi-même et son administration se sont substitués aux forces promotionnelles des fabricants, mais encore, ça s'est fait au prix d'une publicité mensongère, et plus encore, de la réquisition, de l'utilisation de la force publique pour contraindre les citoyens, en l'espèce les professionnels de santé, réquisitionnés pour aller liquider les stocks. Mais je ne sais pas si vous prenez dans la mesure du scandale, c'est vachement inquiétant. Et les citoyens, évidemment, rançonnés, hein, vous avez tous reçu vos tarifs de mutuelle, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure des verrous de sécurité. On a là des verrous de sécurité qui fonctionnent à l'envers. Et donc, c'est quoi? Et je crois qu'on a commencé à le voir, je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas mon domaine, mais je crois qu'on a commencé à le voir aussi avec la crise économique. C'est quoi la déréglementation? Ce n'est pas l'absence de réglementation et l'anarchie et on laisse faire le plus fort. C'est pire que ça. C'est un détournement de la loi, de l'argent des contribuables et de la force publique au profit des prédateurs industriels. Et ça, je vous invite à y réfléchir. Alors, j'ai dit suffisamment de mal des politiques. Je crois qu'il faut quand même... je pense que l'action politique qui consiste à dire c'est toujours la faute des autres, c'est une action qui ne débouche sur rien. C'est peut-être là encore mon passé d'éducation catholique, mais je pense aussi qu'il faut faire un constat assez désagréable qui est que si on fait exception de ce rançonnement auquel nous avons été soumis avec le vaccin contre l'hépatite B, avec le vaccin, joli lapsus, avec le vaccin contre la grippe, globalement, l'argent insolent de l'industrie n'a pas été volé. C'est celui qu'on leur a donné, c'est celui que les citoyens leur ont donné. Et je crois là qu'il faut quand même que chacun s'interroge sur sa vulnérabilité par rapport à une promotion pharmaceutique dissimulée derrière une préservation de la santé qui s'inscrit dans un contexte où le souci du corps et de la santé a envahi l'espace mental d'une société désormais plus soucieuse de l'avoir que de l'être. Et j'avoue par exemple que j'ai été très déçu, très déprimé de voir la fortune de garde d'asile après le vaccin de l'hépatite B. Je pensais vraiment que l'hépatite B, ça allait être vraiment plus jamais ça. Eh bien, ça a été encore ça. Et je me réjouis quand même que le vaccin contre le vaccin de la grippe là ait suscité une réaction des citoyens. Mais je constate quand même que l'hépatite B et le garde d'asile, comme par hasard, c'est passé comme une lettre à la poste sur la promesse d'une sexualité épanouie, etc. C'est-à-dire, on vit quand même dans un monde où les adultes de mon âge ou les un peu plus jeunes ne sont même plus capables, en général, de discuter, de parler, de communiquer avec leurs adolescents de choses élémentaires, a fortiori de valeur. Et alors, effectivement, dès qu'on laisse miroiter la promesse d'une vie sexuelle épanouie, ça marche très bien. Donc je crois quand même qu'il faudrait que chacun balaye devant sa porte sur sa vulnérabilité à ce type de piège. Et donc je vois cette médicalisation dont j'ai parlé, également la mammographie, etc., tout l'arrière-fond symbolique qu'il y a derrière ça. Je vois cette médicalisation comme une sorte d'anxiolytique d'une existence consumériste centrée sur l'avoir
incapable de considérer la mort comme le socle ontologique de l'humanité, notamment dans la succession des générations, et prête à tous les compromis, finalement, pour esquiver les questions essentielles. Et je suis désolé de vous dire que il n'y a pas de maladie plus sûrement mortelle que la vie, et que vous allez tous mourir, et moi aussi, et qu'il serait temps d'y penser. Après avoir beaucoup critiqué, je crois que je m'achemine vers la fin, rassurez-vous. Il y a quelques points d'intérêt quand même et de réassurance. D'une part, la place d'Internet dans le débat. Il restera, je crois, cette affaire de la grippe va être une grande date dans l'histoire d'Internet, dans l'histoire de la place d'Internet dans le débat citoyen. Alors si on essaye de réfléchir un petit peu à l'histoire du débat politique, on va tomber finalement sur Athènes du 5e siècle, et on va tomber sur Socrate. Et Socrate, finalement, qui c'est Socrate, c'est un peu un emmerdeur. C'est quelqu'un qui fout rien dans la journée et qui passe son temps à les déranger les honnêtes gens qui travaillent et à discuter avec eux. Alors finalement, comment on discute Socrate? Il fait toujours la même chose. Il emmène les gens sur un sujet d'intérêt général, comme on essaye de faire ce soir, et il les amène à se contredire. J'espère que vous n'allez pas m'amener à me contredire tout à l'heure dans la discussion. Et une fois que son interlocuteur s'est contredit, il dit tu vois, tu t'es contredit, et t'es pas d'équerre sur tes pattes, revois quand même tes positions et tu verras, ça ira mieux. Donc, ce que fait Socrate, finalement, c'est utiliser, j'allais dire, un principe probablement transculturel, qui est le principe de non-contradiction, et qui amène à dire, voilà, si tu te contredis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes valeurs. Et ce principe de non-contradiction qui fonde donc l'histoire de la démocratie, grâce à Socrate, il s'était un peu perdu grâce à, finalement, la tendance hystérisante de la presse et des médias. Et il n'y a encore pas très longtemps, un homme politique, un président de la République, pouvait faire un discours de politique générale sans que personne ne songe à dire « mais il y a 3 mois, il disait le contraire », etc. Or, aujourd'hui, finalement, via Internet, les citoyens sont parfaitement capables de pointer les contradictions des politiques. Et là encore, il n'y a pas besoin, la dimension démocratique de la chose, c'est aussi une dimension de compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être pharmaco-épidémiologiste, il n'y a pas besoin d'être virologiste pour voir, tiens, il y a 2 mois, on nous disait qu'on ne comptait plus, et puis maintenant, il y a 104 234 victimes. Voilà. Bon, les gens, ils sont parfaitement capables de faire ça. Donc, ce que je dis, moi, c'est que cette affaire va marquer la réintroduction dans le débat politique d'un principe fondamental qui est le principe de non-contradiction. Voilà, déjà quelque chose d'important. D'autre part, je crois que l'autre question importante autour de cette grippe et de la décrédibilisation des experts, c'est la question de la volonté des citoyens. Jusqu'il n'y a pas longtemps, cette volonté des citoyens, elle est systématiquement et de plus en plus gravement ignorée au nom d'une expertise que posséderaient, grâce à leurs experts, finalement, les politiques. Rappelez-vous les référendums sur la Constitution européenne, qui ont quand même dégagé des réponses claires. Eh bien, les Français, les Néerlandais, les Irlandais sont des braves gens. Ils ont eu un moment d'humeur, un mouvement d'humeur, mais finalement, ils comprennent rien à la politique, ils comprennent rien à l'économie. Et donc, bon, on s'assoit sur nous, on a le cercle des économistes, on a etc. Et on sait où on va. Et finalement, et puis ça précède de très peu une crise économique qu'un certain nombre d'entre nous avaient senti venir quand même. De telle sorte que ce qu'on peut dire, c'est que cette expertise dévoyée aujourd'hui fonctionne comme moyen, d'une part, de priver les citoyens de leur pouvoir de constat. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, c'est pas la réalité, c'est faux. Et d'autre part, de priver les citoyens de leur pouvoir de décision. Mais là, on est tombé quand même sur un résultat d'expertise dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était facilement vérifiable. C'est-à-dire que clairement, les dirigeants et leurs experts se sont ridiculisés et ça va être extrêmement dur d'accréditer le contraire. Donc j'attends avec un certain intérêt la suite du jeu. Et je pense qu'on n'est plus aujourd'hui dans un contexte de droit divin, mais de droit expertal, et qu'il y a crise de la foi. Les gens se sont rendus compte
que l'expertise sur laquelle se fondaient leurs gouvernants ne fonctionnait pas. Donc, la suite au prochain numéro, mais si vous voulez, ce prochain numéro et cette suite, c'est vous qui allez le jouer. Donc, pour résumer, finalement, je crois qu'on vit une époque que je qualifierais une époque de crise des valeurs du savoir, des valeurs épistémiques, où clairement dans cette affaire, où on entend encore, il y a un décalage formidable aujourd'hui encore entre la tonalité des grands médias qui laissent encore la parole à ces experts qui refusent de dire qu'ils se sont trompés. On vit une époque où finalement le mensonge est posé pour la vérité, le mépris de l'expérience à la place, enfin l'erreur finalement et le mépris de l'expérience. Il n'y a plus, chacun a pu expérimenter autour de lui que ce virus était effectivement extrêmement bénin et que cette pandémie c'était du pipeau, et finalement la corruption à la place de l'expertise. Alors pourquoi c'est très préoccupant à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de déchristianisation et de perte de valeur, c'est que, au fond, dans la société moderne, il n'y avait quasiment plus qu'une source de prestige, c'était la science. Et on se rend compte aujourd'hui, à l'occasion d'une affaire comme ça, que même les valeurs de cette science, elles sont objet d'usurpation, objet de falsification. Donc ça veut dire que l'une des sources de valeur résiduelles de notre société est également l'objet d'une falsification. Il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, ceux qui se sont trompés ont eu raison d'avoir tort. Alors, ça m'inquiète beaucoup, j'ai l'air de rigoler comme ça, mais je rigole pas du tout, et je ne me serais pas à ce point engagé si c'était rigolo, parce qu'on a déjà une expérience historique de l'inversion des valeurs, c'est le précédent du nazisme. Alors vous allez me dire, c'était pas les mêmes valeurs. Non, c'était pas les mêmes valeurs. L'inversion des valeurs dans le nazisme, c'est des valeurs de l'éthique sociale, et là, on a les valeurs de l'éthique de la connaissance. Et effectivement, je fais très attention à la confusion. J'ai bien entendu les complotistes et alarmistes de tout poil sur Internet qui font des métaphores, à mon avis, inappropriées en parlant de génocide mondial. Un génocide mondial, ça fait un peu trop quand même pour faire un génocide. Mais je crois quand même que... à l'inverse, j'ai trouvé tout à fait pitoyable les politiques, on ne citera pas de nom, qui, à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, ont cru bon de venir avec des déportés pour nous rappeler le précédent du nazisme. Parce qu'il ne faut pas se tromper de guerre. Je crois que le nazisme a existé, je fais partie d'une génération qui a vraiment ancré profondément sa réflexion politique autour de ce mystère et de ce scandale. Mais en même temps, il faut se rappeler que les enseignements historiques doivent être pris dans leur dynamique et pas dans leur statique. Je vous rappelle par exemple que après, ce sont les anciens combattants qui étaient le plus militants sur le plus jamais ça, mais les plus pacifistes, qui ont fourni le premier réservoir des collaborateurs, pas tous. Et aujourd'hui, si vous voulez... Je pense, à la différence de ce que certains irresponsables écrivent sur Internet, je ne crois pas du tout qu'on soit à risque de camp de concentration. En revanche, je crois que le risque pour nous, c'est celui de la sauvagerie libérale, et que cette sauvagerie peut faire peut-être beaucoup de mal, du mal à la fois aux gens, dans leur corps, dans leur santé, mais également du mal aux gens dans leur esprit. Et je ne suis pas sûr que le pire n'est pas sur cette deuxième chose. Donc, j'ai été un peu long, j'espère pas vous avoir ennuyé, mais j'en arrive à ma conclusion. Et sur la base d'exemples essentiellement tirés de ma spécialité, mais qui pourraient, j'en suis sûr que ceux d'entre vous qui travaillent dans d'autres domaines technico-scientifiques l'ont bien entendu, ces exemples pourraient être étendus à d'autres spécialités. Je me suis attaché à détailler ce qui m'apparaît comme une catastrophe extrêmement alarmante, à savoir la faillite du savoir et des valeurs inhérentes derrière l'usurpation du prestige naguère mérité de la science. Car en sus des dérapages expertos manifestement intéressés dont j'ai parlé, et de façon encore plus alarmante,
on observe une contamination des spécialités a priori désintéressées. Et plus on voit des professeurs d'éthique dans des universités parisiennes venir nous expliquer que non, c'est très bien, que les gens qui ont peur des vaccins sont des gens primaires, etc. etc. Enfin, contamination, finalement, de pratiques intellectuelles a priori neutres et dont on ne voit pas bien les conflits d'intérêts. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et j'ai donné un certain nombre d'exemples de cette contamination sur mon site, notamment dans la série qui est intitulée « Les perles de la campagne ». Alors, en 1927, Julien Benda publiait La trahison des clercs, qui reprochait aux intellectuels de son temps de privilégier un engagement politique au détriment des valeurs désintéressées et rationnelles qui avaient jusqu'alors fondé les activités de l'esprit. Avec le recul, il est facile de gausser ceux de ces clercs qui se sont effectivement égarés, parfois lourdement, mettant leur autorité intellectuelle au service de causes que l'histoire a sévèrement jugées. Mais force est de constater que pour la plupart, ceux-ci cherchaient à résoudre comme ils le pouvaient le conflit entre deux éthiques qu'ils prétendaient servir, l'une intellectuelle et l'autre sociopolitique, la quête des idées d'une part et l'espoir fou de justice sur la terre d'autre part. La trahison des clercs contemporains est bien différente. Eux ne sont pas partagés entre deux idéaux. Ils sont entièrement vendus à des prédateurs, exclusivement au service de la barbarie économique. Pour parler comme Jean Ziegler, les nouveaux maîtres auprès desquels nos experts vont mendier leur répugnante pitance sont des êtres hors humanité. Et je cite Ziegler, « Ils ne se rattachent à aucune école de pensée, ne plongent leurs racines dans aucune aventure collective, ne connaissent pas d'horizon historique, ne concluent d'alliance qu'avec leurs congénères, et sont totalement dépourvus de motivation, si ce n'est le goût du pouvoir et de l'argent. Ils ne sont ni de droite ni de gauche, ni du sud ni du nord. Aucune pensée collective n'a laissé en eux de traces identifiables. Ils n'ont pas d'histoire, ne construisent rien et meurent sans jamais avoir ouvert les yeux sur les hommes qui les entourent. De par leur conduite quotidienne, ils s'installent en marge de l'humanité solidaire. Ce sont des êtres perdus. Alors, l'heure est grave, j'en suis convaincu, et je conclus sur le dernier message de Stefan Zweig, qui certes a été écrit dans un autre contexte, et je vous ai dit à quel point il fallait se méfier des rapprochements hasardeux entre ce contexte précédent et celui d'aujourd'hui, mais je trouve que, quand on écoute bien ce que dit Zweig, comme par hasard, ces mots me paraissent parfaitement adaptés à la crise des valeurs épistémiques que nous vivons aujourd'hui. Je cite, « Le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis, puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit. » Et je crois en effet que, du point de vue des valeurs intellectuelles qui ont structuré notre vie et notre engagement, nous sommes effectivement entrés dans une très longue nuit. Merci de votre attention. Qui va dans une longue nuit, mais il y a des lumières partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des consciences qui s'éveillent. Et je pense que ce que vous venez de dire, d'exprimer avec nous, c'est une conscience des choses qui existe encore de par le monde. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer, c'est de mettre ensemble ces consciences qui s'ouvrent d'ailleurs. Je crois que c'est important, c'est vrai qu'on est dans une nuit, mais il faut aussi avoir de l'espoir parce qu'il y a encore des consciences ouvertes. Et dont vous faites partie, certainement. Merci. Je pense effectivement que c'était l'idée des organisateurs de ce soir, c'est-à-dire arriver à
replonger cette affaire particulière dans un contexte général et peut-être effectivement commencer à se compter entre gens qui venus d'horizons différents, avec sans doute des valeurs différentes, mais qui se retrouvent quand même sur une certaine analyse. Et je ne suis pas quelqu'un d'alarmiste, je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais je suis vraiment plus que préoccupé de la tournure que prennent les événements. Et bon, dans ma spécialité, je reste convaincu qu'on est passé à côté d'un drame de santé publique, mais je porte sur mes épaules le drame du vaccin contre l'hépatite B. C'est-à-dire il y a quand même des dizaines de milliers de victimes, je ne peux pas l'oublier. Qui veut intervenir? Je voudrais compléter ce que vous avez dit. Mais comme je suis médecin, je vais d'abord respecter la loi. Je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ni avec d'autres puissances financières. Donc deux informations. Avant d'être médecin, j'ai été 10 ans pharmacien. J'ai un peu une double casquette. Et j'ai enseigné 20 ans à la faculté de médecine. Je peux vous dire que l'enseignement sur les médicaments dans la faculté de médecine, c'est médiocre ou nul. La question que je me suis longtemps posée, c'est est-ce que c'est volontaire? Alors je serai discret sur mes confrères hospitalo-universitaires, sur mon intime conviction dans ce domaine. Les médecins ne savent pas comment on met un médicament sur le marché. D'autre part, ils sont habitués à l'argument d'autorité. Si le patron du service fait comme ça, on fait comme ça. Si ce médicament est donné dans telle maladie, il le donne dans telle maladie. Et il n'est pas question qu'ils se demandent mais pourquoi le donnez-vous? A-t-on l'autorisation de le donner? Les médecins ne savent pas ce que c'est qu'une autorisation de mise sur le marché. Le respect de l'autorisation de mise sur le marché. La prescription hors AMM, entre guillemets. Là, gros problème. Et il y a un deuxième problème, c'est le grand absent de ce soir, c'est la caisse d'assurance maladie. Est-ce qu'il y a du personnel ici de la caisse d'assurance maladie? Tout à fait. Parce que dans la vie d'un médicament, vous avez d'abord une première commission qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Vous avez une deuxième commission dite de la transparence qui compare le médicament nouveau, entre guillemets, avec l'ancien et qui va lui donner une note. Quand vous demandez au médecin, mais ce médicament, il a quelle note? 1, 2, 3, 4 ou 5? Est-ce que c'est un progrès thérapeutique majeur, note 1, ou est-ce que c'est simplement une copie, note 5? Les médecins ne savent même pas que le médicament est noté par rapport à l'existant. Et alors surtout, il y a un comité économique. Et le comité économique des produits de santé qui fixe les prix, la sécurité sociale siège. Elle accepte les prix. Et moi, je pose une question encore plus vislarde. Pourquoi? Quels sont ces rapports un peu bizarres entre la sécurité sociale et l'industrie pharmaceutique? Parce que l'industrie pharmaceutique, finalement, ce qu'elle veut, c'est le remboursement. Alors, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous donner un exemple amusant. Et je pense que tout le monde connaît ce médicament-là. Ah, le Valox. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça? Bon, c'est pas remboursé. Alors maintenant, je vais m'amuser. Je vais commencer par écrire en commençant par la fin. Ah ouais. Bon, alors expliquez-moi pourquoi la sécurité sociale ne rembourse pas ça et rembourse ça. C'est le même. C'est le même, c'est sérieux, c'est le même. Bien entendu que c'est le même. Alors, il y a les autorités sanitaires qui donnent des autorisations scandaleuses et la Sécu qui rembourse d'une manière tout aussi scandaleuse. Alors, c'est vrai que le problème qui est soulevé, comme je dis toujours, la difficulté, c'est de faire la part de l'incompétence et de la corruption. C'est-à-dire, si vous dites, les experts, c'est tous des vendus, on va toujours vous trouver un expert qui n'est pas vendu. Si vous dites c'est tous des cons, on va toujours vous en trouver un qui n'est pas con. Et c'est déjà vachement plus difficile d'en trouver un qui soit ni vendu ni con. Mais vous avez parlé de la formation des médecins. Bon, comme je sais que j'ai un petit défaut à être trop théorique et que vous en avez peut-être un peu souffert tout à l'heure pendant mon exposé, je vais me permettre
de vous raconter une petite histoire qui a le mérite des histoires vécues. Il y a même des témoins de cette histoire dans la salle. Il y a donc quelques années, comme je vous l'ai dit, j'ai été expert judiciaire dans cette affaire Serivastatine. Ça s'est passé dans un moment très conflictuel où j'avais déjà un harcèlement judiciaire. C'était en même temps que le vaccin contre l'hépatite B où j'étais expert également. Bref, je rends mon rapport de Serivastatine en novembre 2004 et il est très rapidement médiatisé, donc je passe à la télé, etc. Bon. Et à 1 ou 2 semaines de ça se passe toujours un dimanche soir, évidemment, vraiment douleur rétrosternale, etc. J'ai des antécédents cardiovasculaires importants dans ma famille, et donc j'aime pas beaucoup la médecine, enfin du moins je la tiens à respectable distance. Moi, à l'époque, j'avais encore des futurs orphelins à charge, une future veuve. Et bon, bref, je vais dans un établissement hospitalier important de la région, évidemment, compte tenu de... Et donc j'arrive à 10-11 heures le soir, et alors effectivement, là, électrocardiogramme atypique, c'est douleur cédant à la trinitrine, et puis en discutant comme ça, bon, c'était évidemment pas pour me vanter, mais enfin, mes confrères ici certifieront que ça faisait partie de l'interrogatoire, enfin des antécédents tout à fait pertinents. J'explique que j'étais très surmené tous ces temps, parce que c'était quand même une douleur assez atypique, et que je dis, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport Bayer, c'est moi qui dis, ah bon, c'est vous, Panati. Et donc quand même, par la force des choses, je me présente comme expert. Et l'interne de garde, ou je ne sais pas si c'est chef de clinique ou autre, me dit, bon, écoutez, on vous garde cette nuit et on va vous mettre le binôme, bon, je ne vais pas citer, mais enfin bon, A et B. Et alors, j'aimais déjà pas tellement B, mais alors A, je vous dis, écoutez, je suis désolé, je vous signe toutes les décharges que vous voulez, mais vous ne ferez jamais prendre ce médicament. Je vous dirai tout à l'heure en aparté lequel c'était, mais enfin je pense que vous vous en doutez. Ah bon, vous savez, ici c'est pas le goût là. Donc bref, je ne reçois pas ce médicament, je vais passer la nuit en soins intensifs, où je dors pas, et le matin, tôt, au moins 7 heures du matin, arrive le chef de service, que je n'avais pas encore vu, manifestement furibard, qui se précipite sur moi, il me dit, c'est vous qui n'avez pas le doute. Ah oui, c'est moi. Et bon, bref, alors il m'examine manifestement très en colère, bon, et puis finalement, au bout dans la matinée, j'avais toujours aussi mal, même plutôt plus, bon, c'était quand même... Et donc, j'en ai marre, et je dis à mon épouse, je lui dis, écoute, j'en ai marre, je me tire, voilà. Et bon, je suis parti. Bon, mais ce qui me frappe dans toute cette histoire, c'est que dans cet établissement hospitalier, a priori il y a des gens assez éminents, il n'y en a pas un seul qui a eu l'idée de me dire, mais pourquoi vous voulez prendre ce médicament? Donc voilà des gens qui chaque semaine passent quand même un temps considérable à recevoir des visiteuses médicales dont je veux bien admettre qu'elles sont plus sexy que moi, etc. Mais n'empêche que c'est quand même ahurissant. Hein. En plus, mine de rien, expert judiciaire, j'ai eu effectivement accès à des données confidentielles quand même. Donc, voilà. Eh bien, personne n'a eu l'idée de me dire, mon Dieu, pourquoi vous voulez prendre ce médicament qu'on prescrit Largamanu? Comme il m'avait dit, on a eu des conférences de consensus. Ah, c'est au docteur Gérard qu'il faut parler des conférences de consensus. Bon, voilà, c'était quelque chose, mais que je trouve d'abord en ligne avec ce que vous avez dit, et finalement extrêmement... Oui, c'est parce que... Là, maintenant, ça marche. Oui. Et extrêmement inquiétant, finalement. Et vous avez une question? Oui. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre exposé. Merci. Ce qui a été très intéressant et très instructif. Mais j'aimerais ajouter quelques petits points, je pense, qui me paraissent importants. À un moment, vous avez abordé donc, la question des médecins qui étaient plutôt passifs. Alors, pour ce qui est de mon cas personnel... Par exemple, j'ai lu un peu les journaux et je sais qu'il y avait eu un moment, un scandale avec les histoires des infirmiers qui, pour la plupart, refusaient de recevoir le vaccin et qui ne voulaient pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des résistances
mais que ces licences ont été matées d'une manière ou d'une autre. Et dans 20 minutes, il comparait donc une interview entre une personne qui défendait donc le vaccin et un représentant syndical. Et en gros, ce qui était assez drôle, c'est que la personne qui défendait ce vaccin disait oui, c'est des obscurantistes, ceux qui font ça, c'est des anti-vaccins qui disent que c'est dangereux, etc. Donc en gros, ça serait l'infime minorité. En fait, ça serait des personnes allumées, quoi. Et après, vous mettez le syndicalisme qui expliquait on ne veut pas parce qu'il n'y a eu pas eu de test, il n'y a rien eu, c'est le bordel intégral. Pour un cas personnel, je connais une étudiante en médecine qui ne voulait pas se faire vacciner, mais qui a dû le faire parce qu'elle a été sous pression, parce qu'elle devait remettre un rapport de stage, et il se trouve que le rapport de stage, elle devait le remettre à la personne qui faisait vacciner. Donc ils ont mis des pressions dans tous les sens pour cette étudiante en médecine par exemple, pour donc casser tout simplement donc les velléités, quoi. Quand vous avez vos études en jeu, vous ne la rapportez pas trop. Deuxième chose que je voulais aborder, je pense ce qui est important, c'est sur la Sécu, qui je trouve est dommage, absente de l'exposé. Bon, il y a eu une remarque là-dessus. En même temps, qui remboursent de moins en moins les médicaments, qui font une politique pour aujourd'hui donc retirer tout un tas de remboursements de médicaments, etc. Il me semble, les médecins me confirmeront, qu'ils envoient des lettres aux médecins pour dire qu'il faut faire des économies sur les remboursements, pour dire voilà, maintenant c'est plus en fonction donc d'un besoin aujourd'hui donc de soigner quelqu'un, mais c'est en fonction du besoin économique qu'on met l'accent, et que en plus cette sécu avec les exonérations patronales qui se sont suivies. Ça, je n'invente pas, je ne sais plus comment ça s'appelle, la chose qui gère l'instance des financements de la sécurité sociale. L'ARCOS, voilà. L'ARCOS qui a expliqué, qui a rapporté qu'en gros, 400 milliards d'euros étaient partis en gros dans les caisses des patrons parce qu'ils ne payaient plus d'exonération. Et aujourd'hui, on paye 90 millions de vaccins, c'est-à-dire encore plus que la population totale française, et il n'y aurait pas de problème. Donc je pense que c'est aussi dans les explications, et bien sûr c'était très intéressant de mettre le point de vue moral et les verrous qui ne fonctionnaient pas, mais je pense que c'est aussi également relié à la Sécu et une offensive de destruction de cette instance qui aujourd'hui permet à de nombreux gens de soigner correctement, ce qu'on ne peut par exemple pas faire aux États-Unis. Je vous rapporte au film de Sicko de Michael Moore. Voilà. Ensuite, bon, vous avez signalé une perte de deux fois. Donc dans l'esprit de pensée. Bon, je pense pas que ça soit le facteur majeur, bon, je ne veux pas vraiment débattre là-dessus. Il faut savoir que également le facteur de foi, bon, je ne veux pas paraître un peu en bloc, mais ça a été aussi un facteur justifié que les dirigeants, c'était la voie, ils étaient menés par Dieu, et donc il ne fallait pas les critiquer, etc. Qu'il y a pu avoir l'inquisition qui a été dissoute au XIXe siècle. Bon, je ne vais pas dire que c'est forcément lié, etc. Ça a été utilisé politiquement, mais je ne pense pas que ce soit un des facteurs vraiment qui change les choses. Bon, ça c'est mon point de vue. Et une dernière chose, bon, étant étudiant en sciences politiques, à un moment donc, vous vous dites c'est le libéralisme sauvage qui aujourd'hui donc crée tous ces problèmes. Alors, le libéralisme sauvage, la doctrine libérale économique en soi, c'est donc pas de concurrence, on ne met pas de barrière à la concurrence, on supprime les barrières de l'État, etc. C'est simplement, enfin pour moi, la suite logique d'un système aujourd'hui qui recherche avant tout à faire du profit. C'est normal, vous êtes grand dirigeant pharmacien, aujourd'hui vous voulez gagner votre gagne-pain en bourse. En soi-même, je ne pense pas que ce soit une dérive du néolibéralisme. C'est une dérive tout simplement du système en place actuellement qui pousse dans un but de profit et non dans un but humain de soigner les gens. Le but c'est de vendre des médicaments, à la base c'est pas de les soigner forcément. Voilà, donc je voulais juste préciser des choses et je tiens à dire que c'est bon, des petits points qui me semblaient importants de préciser. Alors, oui, tout à fait. Alors, pour réagir sur les 4 points et prolonger la discussion, vous avez bien fait de revenir sur les résistances infirmières. Moi, je note comme particulièrement significatif que
le foyer de résistance soit venu des infirmiers. Et il y a une raison très lisible à tout ça, c'est que c'est la profession des infirmiers et de soignants qui a le plus dérouillé dans le précédent du vaccin contre l'hépatite B. Parce que, tel que s'est passée cette obligation vaccinale de janvier 91, elle a porté, comme je l'ai expliqué à M. Douste-Blazy, sur la France d'en bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, tous les étudiants en médecine et pharmacie passent à la casserole. Et on se rend compte que dans la clientèle des neurologues, comme par hasard, il y a vraiment beaucoup de jeunes professionnels de santé. Mais à l'époque, les gens qui étaient en place, disons des gens qui étaient de mon âge, bien évidemment, les médecins et les pharmaciens ne se sont pas beaucoup vaccinés, parce qu'ils avaient la trouille. De même que là, ils ne sont pas tellement vaccinés contre la grippe. Mais en revanche, ceux qui sont passés à la casserole, c'est les petits, c'est-à-dire les femmes de ménage, les aides-soignantes et les infirmières. Et vous savez qu'il y a une tendance sociologique qui fait que, en général, les postes les plus... économiquement les moins valorisés sont souvent des postes à prédominance féminine, et c'est vrai que c'est clair à l'hôpital, je pense, enfin un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais ça reste quand même la majorité féminine. Et je pense que sur les 50 ou 60 expertises vaccins contre l'hépatite B que j'ai faites, j'ai dû avoir 50 ou 55 femmes. Donc, si vous voulez, là, les infirmiers ont eu peur. Et j'ai oublié aussi de dire, enfin, j'ai pas oublié, j'avais pas le temps, mais parmi les choses les plus scandaleuses, je pèse mes mots, qu'on peut reprocher à Madame Bachelot, c'est également d'avoir créé le contexte pour littéralement forcer des gens à la vaccination. Il y a des directeurs d'hôpitaux qui ont été maltraités parce qu'ils n'avaient pas vacciné suffisamment. Dans certains services, on a forcé les gens non vaccinés à porter des masques. Alors quand vous voyez la température qu'il fait dans un service hospitalier moyen, et vous savez, bon, c'est quasiment de la... Enfin, vous pouvez peser ces mots, enfin, c'est quand même de la maltraitance. Je n'ai pas parlé non plus, alors bien entendu, tous les humbles, les pauvres femmes de ménage, etc., n'en résistent pas aux pressions. Et je n'ai pas parlé non plus d'un immense scandale, sur lequel nos habituels défenseurs des droits de l'homme sont restés bien silencieux, c'est-à-dire la vaccination de tas de personnes âgées, institutionnalisées, etc. Bon, donc il y a ça. Vous avez parlé de la Sécu, ce qui me permet de rebondir sur un problème dont j'ai pas tout à fait, que j'ai pas évoqué, mais que j'ai déjà évoqué ailleurs, c'est l'allocation de ressources. C'est-à-dire que même en France, où on est assez irresponsable sur la question d'argent, je pense que tout le monde a fini par comprendre que l'argent que vous dépensez sur un secteur, vous ne dépensez pas pour l'autre. Alors, je voudrais quand même rappeler que dans un pays a priori civilisé comme le nôtre, il y a des centaines de milliers de gens qui ne peuvent pas s'appareiller correctement en lunettes, encore moins auditivement, encore moins sur le plan dentaire, et ça peut être, sont quand même des choses qui ont un impact sur la qualité de vie qui peut être tout à fait majeur, et pas seulement la qualité de vie, parce que fait une personne âgée lorsqu'elle n'entend plus? Bon, elle se replie sur elle-même, vous le savez bien, dans un isolement. Alors, on nous emmerde là encore avec des plans anti-Alzheimer qui peuvent déboucher sur rien. Il suffit de réfléchir à ce que c'est que l'Alzheimer, et qui sont chiffrés à des milliards. Mais pour des sommes beaucoup moindres, si on appareillait les personnes âgées qui entendent mal, je suis prêt à parier, je n'ai pas d'études épidémiologiques là-dessus, mais je suis prêt à parier qu'on verrait une baisse tout à fait significative des démences séniles. Alors, vous avez parlé de la foi, si vous voulez. J'espère que je n'ai pas donné l'impression de vouloir quelque chose d'une rechristianisation. J'ai précisé que personnellement, je n'étais pas religieux. Cela dit, quand on considère la chose d'un point de vue philosophique ou sociologique, il faut reconnaître que, avec des inconvénients qui s'appellent des guerres de religion, tout ce que vous voulez. Une société qui fonctionne bien dans sa cohésion, elle fonctionne aussi très bien dans son exclusion. Ça, c'est vrai. On fait une société assez pacifique parce qu'elle est quand même très décousue. Mais il faut reconnaître que toute société religieuse crée une sorte d'unanimité de valeurs, et que lorsqu'il y a plus, enfin en tout cas de consensus sur un certain nombre de valeurs minimum, et que quand il y a plus ces valeurs minimum, très peu de gens, très peu d'individus sont assez
costaud moralement pour se recréer une morale à soi tout seul. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes de la morale dans la société. On voit bien, il suffit de regarder, j'en parlais l'autre jour avec un philosophe qui était tout à fait philosophe, père de famille nombreuse, ceci n'empêche pas cela, et je lui disais, il suffit de regarder dans le train ou au restaurant les parents, par exemple avec les enfants, c'est ahurissant, je t'impose ça, 2 minutes après je t'impose ça, bref, c'est évident que les croyances communes fournissent quand même à l'échelle de la société un certain nombre de règles. On a parlé de la lâcheté des gens, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des gens, au nom d'une foi qui était banale, mais qui était la leur, et qui étaient des porteurs de blouse grise, des gens humbles, ça veut dire, bon, moi, à partir de ce moment-là, j'arrête, je ne vais pas plus loin, je refuse. Bon, hein. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même, je ne dis pas que tout le monde a un mental de bœuf, mais je pense quand même que le mental de bœuf a augmenté en prévalence. Enfin, je n'ai pas de chiffres données épidémiologiques là-dessus, mais là encore. Et enfin... Est-ce que vous ne pensez pas qu'on crée des comportements on cherche à induire des comportements de pression sociale? J'essaie de ramasser un peu ce que vous analysiez. Il y a des chefs de service qui reprochent ça. Moi, je suis une spécialiste de l'éthique des greffes, donc je peux faire un peu un copier-coller de beaucoup de ce que vous avez analysé. Et avec tout ce discours grand public dont on peut analyser un peu les ficelles, il y a des acteurs des transplantations qui ont dit on cherche à induire des comportements de pression sociale et c'est dangereux. Donc ça me paraît intéressant d'appliquer cette formule à votre discours. Des comportements de pression sociale, mais par exemple... Pour se faire vacciner, pour... voilà. Ah ben, c'est la médecine du travail, c'est la médecine du travail. Enfin, je suis pharmacien, je veux dire, vous recevez un plan de continuation d'activité, la médecine du travail qui vous écrit en vous disant que vous allez être responsable si votre personnel est malade et attraper la grippe parce que vous êtes dans un milieu à risque et que si vous ne les incitez pas à faire et autres, il y a tout cet environnement qui fait qu'il y avait, c'est pas contestable sur ce cas-là et sur d'autres d'ailleurs, des pressions assez considérables. Et j'en profite puisque j'ai la parole pour vous dire que j'ai plein de conflits d'intérêts, puisque en tant que pharmacien exerçant, je travaille avec tous les laboratoires, c'est évident, donc je n'ai que ça, mais quand vous analysez ce qui s'est passé sur le monde de l'industrie pharmaceutique, on est passé d'établissements d'entreprises pharmaceutiques qui étaient des entreprises tenues par des pharmaciens, qui étaient des entreprises familiales, qui avaient des systèmes éthiques, qui avaient des systèmes de fonctionnement. Aujourd'hui, on est monté sur des multinationales sur lesquelles, en début d'année, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut dégager 10% pour les actionnaires. C'est comme ça que ça se passe. Bon, et vous êtes sur un monde où on sait qu'il n'y a pas 10% à dégager, donc il faut trouver d'autres produits dans le marketing. On vient de voir Sanofi qui se développe sur d'autres gammes, gammes de produits de beauté, différentes choses. C'est-à-dire qu'il faut chercher économiquement là où on n'a pas de développement. Et si vous voulez suivre l'industrie pharmaceutique, il faut lire les journaux économiques. C'est ça qui est absolument fabuleux. Vous lisez les échos, on vous dit, tiens, telle molécule va tomber dans le domaine public, donc il faut qu'il trouve autre chose. Alors là, il y a le Maalox, le Xolane qui est intéressant, il y a l'oméprazole avec l'Inexium qui est passionnant. Il y a des dizaines d'histoires de médicaments qui sont absolument passionnants parce qu'on a fait rentrer le monde du marketing, on a fait rentrer un monde commercial. Je vais vous dire, j'ai entendu une réflexion il y a quelques jours dans une industrie qui est absolument extraordinaire, c'est vous devez raisonner en stratège et agir en barbare. Vous entendez des fonctionnements comme ça dans une industrie, vous vous dites, bon, eh ben, va peut-être falloir que je revoie ma copie parce que je participe plus à ce monde. Oui, Jean-Luc, tu as raison. Jean-Luc a omis de nous dire que c'est un éminent ancien trésorier du Conseil national de l'ordre. C'est pour ça que je suis ancien. Et donc, je suis extrêmement honoré de sa présence ici. Et effectivement, c'est aussi un fin connaisseur de ce monde pharmaceutique. Alors, moi, je n'ai pas dit à propos, mais je travaille comme consultant. Enfin, j'essaye de travailler comme consultant de l'industrie pharmaceutique. Hein, mes conflits d'intérêts sont connus, ils sont écrits partout. Mais, alors, ça rebondit sur la question, c'est-à-dire, on cherche à faire de l'argent, mais. Alors, il y a deux choses. D'une part, historiquement, et Jean-Luc confirme ce que je disais, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique a été très longtemps tenue à l'écart de la dynamique industrielle
normal. Et songez que jusque dans les années, il faudrait vérifier, 60, selon la loi française, c'était interdit de breveter un médicament. C'est fou. Alors ça rend compte d'ailleurs du retard longtemps dénoncé par, etc., de l'industrie pharmaceutique française. C'était quand même fondamentalement une industrie familiale qui a essayé de se développer par tous les trous de la législation, mais c'est un autre monde que finalement nous autres, on n'est quand même pas Mathusalem, on a connu. Enfin moi j'étais petit à l'époque, mais c'est pas il y a 3 siècles. Hein. Donc il y a cette tendance. Alors le monde pharmaceutique était un monde à part, et c'est vrai quand même globalement quand vous regardez, il n'y a pas eu d'énormes trucs jusqu'aux années 80. Je reprends par exemple, quand j'ai fait ma thèse, j'ai fait ma thèse de médecine sur le syndrome du Practolol. Le Practolol, ça a été un bêta-bloquant, le premier bêta-bloquant cardiosélectif, qui a été développé par ICI, qui est paru sur le marché en 1974. Et donc, très rapidement, il y a eu ce qu'on appelle le syndrome oculo-mucocutané du Practolol. Donc, d'une part, des conjonctivites, mais des conjonctivites qui pouvaient tourner en perforation cornéenne, etc., avec donc des cécités. Et puis, le plus grave surtout, c'était une dégénérescence fibreuse d'un certain nombre de tissus comme le péritoine, et donc on faisait des péritonies plastiques et on en mourait. Donc il y a eu, si je me rappelle bien, 20 ou 30 morts, des clopinettes par rapport aux affaires Vioxx, aux affaires... Et on se rend compte que ICI immédiatement a suspendu le produit, a indemnisé les victimes, a collaboré avec les autorités sanitaires. Voilà comment c'était. Et bon, des exemples comme ça, on nous a parlé récemment de la thalidomide. On dit oui, le gouvernement anglais, il a juste pris... Bon, moi, je ne sais pas ce qu'a fait le gouvernement anglais. Enfin, thalidomide, c'est 60. En 61, la thalidomide a été plus sur le marché dans cette indication. Il ne faut quand même pas exagérer. Le vaccin contre l'hépatite B, je m'apprête à mettre sur mon site, parce que j'ai refait la synthèse de tous les comptes rendus de pharmacovigilance depuis 1994. C'est quand même ahurissant. On a des dizaines de milliers de victimes et on continue de dire vacciner, etc. Bon, on a quand même changé d'époque. Donc, si vous voulez, ça me permet de rebondir sur l'autre aspect, c'est-à-dire, encore une fois, on peut en penser ce qu'on en veut, c'est-à-dire c'est dommage que l'industrie pharmaceutique cherche à gagner tant d'argent, mais ce que faisant, elle fait comme les autres secteurs industriels. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a un PDG de chez Renault qui s'est fait virer parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent, et toute la presse économique, tout le monde, tous les bien pensants, c'est normal, un PDG Renault s'est fait pour gagner du fric. Ce qui pose problème, encore une fois, c'est que tout spécialement pour la pharmacie, il y avait quand même passé cette historique dont on parlait avec Jean-Luc Audouy, il y avait quand même des verrous de sécurité qui étaient assez forts et qui ont non seulement explosé, mais qui dysfonctionnent. Enfin, j'aime pas faire des effets de manche, mais c'est vrai que le comportement de Bachelot et son impunité actuelle, c'est quelque chose d'effrayant pour nous, citoyens. C'est effrayant. Alors, effectivement, ça m'amène à rebondir quand même. Je crois que... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, quand je dis on, je ne me pose plus comme expert, je me pose comme citoyen parmi d'autres. J'ai jamais été très doué pour l'action collective, mais je ne vois pas comment les choses vont pouvoir évoluer sans les politiques, c'est-à-dire un monde sans politique, c'est un monde de sauvages. Donc, quoi que vous en pensiez, il faut réveiller les politiques, et ça dépend de vous. Il faut écrire à vos parlementaires, il faut aller les voir, il faut... j'en sais rien, hein, il faut peut-être les interpeller. Malheureusement, là, les élections, c'est que les élections régionales, mais il faut peut-être déjà commencer à les interpeller là-dessus. Mais... Deux choses l'une, où ça va continuer, et là on va sur des drames, bon si vous voulez, prenez donc 7 morts chez 2000 patients traités, ça fait 3 morts et demi chez 1000 patients traités. Imaginez qu'on était quand même parti pour un projet de vaccination obligatoire, 65 millions de sujets, faites la multiplication, c'est dramatique, dramatique. Et donc si vous voulez... je ne suis pas du tout quelqu'un d'alarmiste, mais j'attire votre attention sur les dangers. Bon, aujourd'hui, il faut quand même voir cette souffrance incroyable de tous ces jeunes gens
qui ont des scléroses en plaques. Bon, il y a quand même des gens de 18, 20 ans, 25 ans qui vivent avec 400 €, 480 € par mois, qui ont un pronostic de vie au sens de vie sociale, de vie professionnelle, de vie amoureuse. Parce que ce qui s'est passé, non seulement on a fait des dizaines de milliers de victimes, mais on a fait un truc absolument atroce, c'est que on a créé une entité complètement artificielle et iatrogène de sclérose en plaques pédiatrique. Il faut quand même savoir que la sclérose en plaques, ça n'est pas une maladie de l'enfant. Alors bien entendu, quand on cherche dans la littérature, comme tout en médecine, on trouve quelques descriptions de cas de sclérose en plaques chez l'enfant. Mais d'abord, plutôt chez des jeunes enfants, des préadolescents, mais très peu. Là, on a eu des scléroses en plaques chez des bébés. Bon, alors, le problème, c'est que jusqu'à présent, le pic de fréquence de la sclérose en plaques, tout le monde le sait, c'est l'âge de 30 ans avec une prédominance féminine. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est progressivement invalidante. Donc, jusqu'à présent, les personnes qui avaient une sclérose en plaques, bon, maintenant, entendu, il y avait des variations, mais enfin, en gros, on arrivait à 60 ans, on arrivait à tenir une vie professionnelle tant bien que mal, etc. Là, on a des gamins qui ont commencé leur sclérose en plaques à 6 mois, 1 an, 2 ans, quoi qu'en dise l'agence, et j'ai les preuves de ça, bon, qui arrivent à 13-14 ans, mais totalement délabrés, dans des formes expérimentales, en quelque sorte, tératogènes, si j'ose dire, de sclérose en plaques, avec un pronostic de vie effroyable à tous les égards. Ils ne peuvent pas avoir de formation scolaire, ils n'auront jamais de métier, ils n'auront jamais de relations amoureuses ou sexuelles, etc., etc. Et alors, on voit bien où est le problème politique derrière. Quand vous prenez, et on voit bien pourquoi j'ai eu tellement de pression et de soucis, c'est que quand vous prenez l'affaire de l'hormone de croissance, je vous ai dit, ça fait à peu près, bon, je n'ai pas vérifié, mais à peu près 125 victimes. Des enfants, c'est des choses dramatiques, hein, des enfants qui sont morts à 20 ans dans des conditions dramatiques. Mais vous savez très bien qu'en droit français, l'indemnisation d'un décès, c'est pépette, c'est 60 000 €. Là, avec les gamins dont je vous parle, qui sont par milliers, bon, ce sont des indemnisations qui vont chercher par personne des millions d'euros, évidemment. Bon. Et c'est intenable, ça dépasse les capacités d'indemnisation de l'État, bien sûr, et des firmes pharmaceutiques. Qui a intérêt aujourd'hui à mettre à genoux une firme comme Aventis qui fonctionne comme vitrine industrielle de la France? Donc voilà pour l'explication de la violence sans nom qui peut s'exercer sur pauvre type qui vient dire bah, vous savez, ce vaccin, moi j'ai rarement vu un truc pareil, quoi. Sachant que, alors par les conflits d'intérêts, moi j'ai personne de vacciné dans ma famille, mes meilleurs clients c'était Glaxo, c'était Aventis, j'avais zéro intérêt à me brouiller avec ma clientèle, je peux vous le dire. Hein. Bon, voilà. Et donc là aussi, il y a un problème politique considérable au sens large, politique au sens de la gestion de la cité. Et il faut quand même que vous preniez la mesure des drames humains qu'il y a derrière ça. Monsieur. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ces institutions un peu non-ronflantes qui sont derrière en fait, le calendrier vaccinal officiel le Haut Comité de Santé Publique, le Conseil national supérieur d'hygiène, et quelle est leur compétence, quelles sont leurs compétences et puis quelle est leur autonomie par rapport à l'industrie. Alors leur compétence, je peux vous dire, elle est nulle. Pas au sens que ces gens-là sont nuls, mais elle est nulle pour l'espèce. C'est-à-dire que là, on a là-dedans des infectiologues, des microbiologistes, etc. Bon, des gens qui connaissent très bien ce que c'est qu'un virus, ce que c'est qu'une bactérie, etc. Mais qui n'ont strictement aucune compétence sur les vrais problèmes posés par un calendrier vaccinal, c'est-à-dire des problèmes d'épidémiologie, de pharmacoépidémiologie, c'est-à-dire, au fond, quels sont les risques aujourd'hui de faire, par exemple, une rougeole grave. Bon, essayez de trouver les chiffres dans la littérature. Et de toute façon, quel que soit ce risque, quel est le risque comparé de faire une complication avec un vaccin contre la rougeole? Et puis, de toute façon, quel est l'intérêt, quel est le bénéfice du vaccin? Parce que, par exemple, on vous dit faut vacciner vos enfants. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu des USA une étude qui vient de paraître, c'est le vaccin contre les oreillons. Donc, c'est il y a
une résurgence d'épidémie d'oreillons, il y a 75% des enfants qui ont des oreillons qui ont été vaccinés. Cherchez l'erreur. Donc, si vous voulez, en plus, le comité technique des vaccinations, il faut quand même voir comment il travaille. C'est-à-dire que le calendrier de vaccination, il n'est absolument pas fixé en fonction d'études épidémiologiques, etc. Il est fixé en fonction d'arguments de disponibilité. Par exemple, les visites de la PMI, on dit « Ah ben là, on l'a, donc ce qui est effarant. Je recevais l'autre jour le dossier d'un gamin qui, à la naissance, a dû recevoir 17 immunisations le même jour. Alors, si vous voulez, ça nous amène à deux questions, c'est-à-dire la compétence d'une part et le risque des immunisations multiples d'autre part. Sachant que, encore une fois, je m'en excuse auprès des collègues qui sont des antivaccinalistes, mais moi je ne suis pas du tout un antivaccinaliste, et ça je crois que les gens l'ont très bien compris. Le problème de la compétence, c'est le suivant. Quand vous entendez, moi je reçois maintenant quasiment tous les jours des gens qui me disent « Moi j'ai une petite fille, mon pédiatre me dit que, mais une rougeole, c'est pas... » Moi je veux bien. Mais l'autre jour, j'étais à une réunion comme ça, j'étais avec des pédiatres, je leur ai dit, mais vous avez vu combien de fois de rougeole grave? Et il y en a un qui m'a dit, mais moi, j'ai encore jamais vu de rougeole. Bon, déjà, le premier truc. Bon, j'ai fait mes études à Necker Enfants Malades, un endroit où on est censé apprendre de la pédiatrie. Je suis resté 2 ans au service d'ORL, de Necker Enfants Malades, qui était à l'époque le service d'urgence de la région parisienne, donc en plus, le truc qui était ouvert 24 heures sur 24, où on voyait les beaux trucs. Bon. Eh bien, en 2 ans, moi je ne me destinais pas à la clinique, mais enfin, comme médecin, je ne voulais pas être trop idiot, je savais quand même que le reste était important. En 2 ans, j'ai vu en tout et pour tout un étudiant en pédiatrie venir étudier 3 semaines. 3 semaines. Or, il faut quand même savoir que la pathologie pédiatrique, la pathologie ORL, c'est à peu près 90% de la pathologie pédiatrique. Alors, on a donc des gens, des pédiatres, qui vous expliquent les drames d'une rougeole grave qui doit, dans la littérature mondiale, survenir chez à peu près un patient sur 100 000, ou des trucs de genre, en général, des sous-nutris. Bon, ça, il n'a jamais vu. Et par contre, des trucs qui font 90% de sa clientèle, ça, il n'a pas appris. Du genre, regardez le tympan d'un nourrisson. Je me rappelle, mon patron d'ORL disait le problème avec les tympans de nourrisson, c'est que quand on est jeune, on voit rien, et quand on est assez d'expérience pour les voir, on voit plus. Bon. Voilà la question. Alors, maintenant, j'en reviens à la question plus générale et plus importante des immunisations multiples. Moi, j'ai dit, je ne suis pas un anti-vaccinaliste. Cependant, il y a quelque chose que personne ne conteste, même parmi les vaccinalistes, c'est que lorsque vous faites une immunisation, quelle qu'elle soit, si banale soit-elle, vous prenez un risque, admettons, minime, de réaction auto-immune. C'est logique. Vous injectez dans un organisme un antigène étranger. Bon, si ça va bien, il va s'immuniser contre l'antigène étranger. Si vous n'avez pas de chance, pour des raisons qui seraient un peu longues de développer, il va s'auto-immuniser. Et bon, voilà. Donc, alors, on peut toujours en discuter. On est dans le rapport bénéfice-risque. Certes, il y a un risque. Admettons qu'il soit minime, et ce risque d'auto-immunisation doit être mis en relation avec le risque de la maladie que vous cherchez à prévenir par la vaccination. Seulement, chaque fois que vous allez augmenter le nombre d'immunisations, eh bien, vous augmentez mécaniquement, statistiquement, le risque de pathologie auto-immune. Et c'est ce que mon collègue Schoenfeld à Jérusalem appelle la mosaïque de l'auto-immunité. Et lui non plus, c'est certainement pas un anti-vaccinaliste. Seulement maintenant, prenez simplement le vaccin contre la grippe. Quand moi je faisais mes études de médecine, tu ne me contrediras pas, le vaccin contre la grippe, c'était les vieux, et encore quand on y pensait, parce qu'il ne faut pas oublier... 65 ans pour qu'ils continuent à travailler. Voilà. Non, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les vaccins, ça intéressait personne, il n'y avait pas d'enjeux financiers. Il y avait des enjeux idéologiques, parce que ça fait 1 siècle et demi qu'il y a des enjeux idéologiques sur les vaccins, mais il n'y avait pas d'enjeux financiers. Bon. Donc, finalement, les choses étaient plus simples. Aujourd'hui, on vous explique qu'il faut vacciner les gamins dès la naissance. Très bien. Et tous les ans. Ça veut dire que sur une espérance de vie qui fait 80 ans, on vous explique comme ça 80 immunisations. 80 immunisations, que dis-je? Voilà, exactement, merci. Le vaccin contre la grippe, vous savez bien que c'est en général un mélange de 3 antigènes. Donc 3 fois 80, ça fait 240. Donc, on vous explique que rien que pour la grippe, qui est quand même fondamentalement une maladie bénigne, bon,
eh bien, vous allez avoir dans votre vie 240 immunisations. Eh bien, moi, je dis, et je lis les yeux dans les yeux à Gentilini, cela n'est pas compatible avec la prudence hippocratique. Et alors, vous ajoutez à ces 240 immunisations toutes les autres, l'hémophilus, le méningocoque, le machin, le truc et ça. C'est fou. Et d'ailleurs, tout le monde admet, il y a une espèce de schizophrénie dans la médecine, c'est-à-dire les gens ne mettent pas en parallèle des discours qui seraient intéressants de relier. C'est tout le monde admet qu'on a quand même une explosion des maladies auto-immunes. On a des diabètes chez l'enfant, des diabètes insulinodépendants, etc., qui ne sont pas liés à la malnutrition. On se dit, pourquoi, etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit, par exemple, la survenue d'une maladie auto-immune chez l'enfant, quand on voit la survenue sous forme de publication d'une mort subite, la mort subite, voilà un truc chez les nourrissons. Voilà, quand on regarde un peu. Bon. On se rend compte que quasiment on ne s'interroge jamais sur les précédents. Où on vous dit, il était à jour dans son calendrier vaccinal. Oui, on aurait bien aimé savoir. Non, mais il y a là, donc, si vous voulez, donc pour répondre à votre question, si vous voulez, voilà des aspects fondamentaux qui ne sont jamais envisagés par le comité technique des vaccinations. Puis alors, pour finir, je vais vous prendre un contre-exemple tout à fait extraordinaire. C'est un des grands mystères que j'ai suffisamment dénoncé, que le vaccin contre l'hépatite B français, franco-français, issu de l'Institut Pasteur, établissement pharmaceutique s'il en fut, et qui n'a plus rien à démontrer sur sa capacité à causer des drames de santé publique. Bon, les autorités françaises avaient imposé le schéma vaccinal 0, 1 mois, 2 mois, rappel à 1 an, rappel tous les 5 ans. Or ça, c'est un schéma franco-français et qui n'existe nulle part ailleurs. Le schéma international, c'est 0, 1 mois, 6 mois, c'est fini. Bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais pour des complications qui sont quand même suspectes d'avoir un mécanisme immunologique comme les scléroses en plaques, c'est quand même pas rien de renouveler. Moi, j'ai vu des gens qui avaient parfaitement bien supporté leur première vaccination qui explosent au rappel à 5 ans. Bon. Là-dessus, quand ça commence à faire du foin, de l'écume, etc., en avril 1998, Kouchner se tourne vers le comité technique des vaccinations et le haut comité d'hygiène, machin, etc., et dit qu'il faudrait revoir cette question de la vaccination et des rappels. En 1 mois, on supprime les rappels. Alors, tout le monde voit bien, il n'y a pas besoin d'être médecin, tout le monde voit bien qu'on n'a pas pu faire des études épidémiologiques en 1 mois. Donc, tout le monde voit bien que la justification du schéma, elle était complètement typo. Et ça m'amène à rebondir aussi sur la question de 1 dose, 2 doses avec le vaccin antigrippal. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, allez chez le médecin et dites, docteur, voilà, je tousse, j'ai une infection urinaire, et il vous dit, voilà, prenez tel médicament. Très bien, j'en prends combien? Je sais pas. Un comprimé, 2 comprimés? Je sais pas, c'est pas écrit sur la couette. Bon. Pourquoi? Ça, au cours d'un développement normal, d'un développement médicamenteux, la recherche de doses, vous avez une nouvelle molécule, vous ne savez pas à combien vous allez la prescrire, 1 milligramme, 1 microgramme, 100 milligrammes, 1 gramme, bon. Donc ça s'appelle la recherche de dose, dose ranging, parce que finalement, il y a une terminologie assez anglo-saxonne, et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la phase 2 du développement, laquelle précède la phase 3, laquelle précède l'autorisation de mise sur le marché. Là, vous avez un vaccin qui a obtenu son autorisation sur le marché, et une fois qu'il est sur le marché, on dit finalement, on va changer les trucs. Alors, à l'évidence, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques qui justifient ce changement. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Alors, Quentin, vous avez la démonstration du fait que le développement a été bâclé. Il y a une démonstration dans la démonstration, c'est pourquoi l'OMS elle a varié comme ça. D'abord, c'est pas à l'OMS statutairement de fixer la dose des médicaments. Déjà, ça c'est un paradoxe que peu de gens de l'intérêt de connaître la réglementation pharmaceutique. Bon. Mais deuxièmement, tout simplement, c'est parce que les fabricants, ils ont été incapables de tenir des engagements, de prendre des engagements précis sur l'approvisionnement. Alors ça veut dire quoi, ça, d'un point de vue technique? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas le process de fabrication. Or, ce process de fabrication, c'est un élément fondamental du dossier d'AMM. Donc c'est aussi une contre-preuve que le dossier d'AMM, il a été complètement bâclé. C'est-à-dire, on ne sait pas comment il fabrique. Ah oui? Any question?
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle toujours des cas très graves, les scléroses en plaques, les maladies auto-immunes, les allergies, etc., etc. Mais on passe tout le temps sous silence toutes ces petites pathologies, enfin qui ne sont pas des petites pathologies, mais des pathologies qui sont quand même beaucoup moins graves, que sont les pathologies ORL, l'asthme, etc., etc. Et moi qui suis médecin homéopathe, on constate vraiment très nettement une apparition de ces maladies consécutivement au vaccin. Parce que quand les enfants sont vaccinés, plus tardivement, quand on laisse l'immunité se mettre en place, quand la maman allaite, etc., on n'a pas ces phénomènes-là, et donc les enfants ne sont pas malades comme ça. Les bronchiolites, par exemple, moi j'ai 35 ans de pratique, les bronchiolites, quand j'ai commencé ma pratique, n'existaient pas. C'est une maladie qui s'est créée comme ça et qui est apparue récemment. Et ça a un coût pour la société aussi qui est considérable. Alors on peut se poser des questions sur quelle relation, justement, et là aussi il n'y a pas d'études épidémiologiques. Quand nous, médecins homéopathes, on le dit, tout le monde se moque de nous, mais ce serait très intéressant de faire une étude pour savoir justement la relation de cause à effet entre la vaccination et toutes ces maladies et tout l'argent qui est dépensé. On voit des enfants qui sont sous antibiotiques pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça arrive, moi ça m'est arrivé très souvent dans ma clientèle. Alors, quand vous parlez de l'asthme, tout à l'heure quand je disais l'explosion des maladies auto-immunes, je pensais au diabète de l'enfant, mais implicitement je pensais à l'asthme, qui est, comme vous le savez, pas du tout une petite pathologie. C'est une pathologie qui peut être mortelle, et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y en a de plus en plus et qu'il faudrait s'interroger. Et quand vous avez pris la parole, tout en pensant, bah, si je pensais à l'asthme, m'est venu effectivement le problème de la bronchiolite. C'est vrai que quand mes enfants étaient petits, quand j'ai fait mes études de médecine, ça devait être à peu près contemporain, des bronchiolites, on en voyait une fois tous les je sais pas combien. Donc c'est vrai que c'est un raisonnement de base en épidémiologie. Quand quelque chose apparaît comme ça, change de fréquence dans une pathologie, commencer par chercher qu'est-ce qui a varié dans l'environnement. Il est clair qu'il y a une chose qui a fondamentalement varié, c'est le nombre de vaccinations. On fait quand même des hexavalents, des heptavalents, etc. Et on répète. C'est une irresponsabilité hippocratique étonnante. Hein. Et là, c'est vrai. Alors, je rectifie un tout petit peu ce que vous avez dit. Malheureusement, il y a des études là-dessus, mais elles sont tellement mal faites. Donc là, on rentre de nouveau dans le conflit d'experts. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit sur la réglementation. Parce que lorsque j'ai été chargé en 2000 du dossier pénal sur le vaccin contre l'hépatite B, sans me vanter, ça fait quand même 30 ans que je fais de la pharmacovigilance et je pense être l'introducteur du terme pharmacoépidémiologie en France dans les années 80. Donc je pense que j'avais compétence pour faire une analyse experte finalement de la toxicité de ce vaccin. Et c'est vrai que moi je ne suis pas un clinicien. Il y a des gens quand ils vous voient comme ça, ils disent celui-là, bon, je ne suis pas du tout un clinicien. Par contre, les médicaments, j'en ai touché. Et dès qu'on rentre dans ce vaccin de l'hépatite B, dès qu'on lit les rapports périodiques de tolérance, on voit immédiatement qu'il y a un problème avec ce vaccin. Et d'ailleurs, ça m'amène, c'est quand même une dent que j'ai contre mes amis des ligues antivaccinales, c'est que à force de dire de façon systématique du mal de tous les vaccins, ils n'ont pas vu la toxicité toute spécifique de ce vaccin-là. Et c'est vrai que j'ai été quand même seul beaucoup sur cette affaire-là. Bon, n'empêche que si j'avais commencé à dire oh oui, ce vaccin, ça donne des scléroses en plaques, bon, immédiatement, qu'auraient fait les fabricants? Ils auraient été chercher tous les experts du monde, et rappelez-vous ce qui s'est passé dans leur mode de croissance où on est allé chercher un prix Nobel, et finalement, le bon docteur Girard, il aurait été un expert en minorité par rapport à des dizaines d'experts américains, prix Nobel, machin, qui auraient dit tout ça, c'est du pipeau. C'est pas ce que j'ai fait un truc beaucoup plus pervers et qui a justifié l'étonnante, la violence terrible des représailles qui sont exercées contre moi. C'est que je me suis pas du tout intéressé à la toxicité de ce vaccin, je me suis intéressé à la réglementation. J'ai dit, est-ce que la réglementation a été respectée? Et quand par exemple, vous allez interroger les gens de l'AFSAPS, de l'agence, pour leur dire, dites au fait, cette extension là d'indication de la campagne universelle en 1994, est-ce que c'était compatible avec l'AMM initiale? Je peux vous dire qu'ils ne vous regardent pas dans les yeux. Alors ça, c'était quand même le moyen de se faire des ennemis, parce que d'une part, c'est imparable, mais d'autre part, et ça explique les ennuis que j'ai eus avec la magistrature, c'est que ça revient à
priver les juges du prétexte de commander des expertises, de faire études épidémiologiques ou contre-expertises épidémiologiques auxquelles ils comprennent, c'est-à-dire qu'on vient à leur dire, recommander de faire des choses qui sont sans supposer savoir faire, c'est aller lire le code de la santé publique, et de recommander aux juges de se limiter au droit et de sortir. C'est vraiment les forcer, finalement, les acculer à agir. Et c'est vrai que non seulement je me suis heurté à la violence des fabricants, mais je pense que je me suis heurté à une violence encore plus grande des magistrats qui, là, étaient acculés à agir. Et quand je sais ce que j'ai écrit dans mes expertises, je suis malheureusement tenu au secret de l'instruction, et quand je vois que 10 ans après, à l'heure où je parle, enfin bon, à ce temps-là, il y a plus, les cabinets de pédiatrie sont plus ouverts, enfin, il y a encore quelques heures, il y a encore des gamins qui se faisaient piquer par Génévac ou par un génie, je trouve ça ahurissant et désespérant. Monsieur, oui. D'après vous, l'explosion de l'autisme que l'on a actuellement est-elle due aussi aux vaccinations ? Alors, si vous voulez, ça nous renvoie à un problème épistémologique important, c'est-à-dire que je pense qu'une crédibilité d'expert, c'est aussi de parler que de ce qu'on connaît. Et j'ai bien entendu parler beaucoup de cette affaire d'autisme. Je suis même en relation quotidienne. Je reçois tous les jours des documents de confrères américains là-dessus. J'allais vous dire, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai passé des milliers d'heures à travailler sur le vaccin contre l'hépatite B. Vous voyez que j'ai passé quelques centaines d'heures, quelques milliers d'heures sur le vaccin contre la grippe. Et bon, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Alors, ça, c'est aussi inquiétant pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie pharmaceutique a la puissance financière de noyer le débat dans une production continuelle de nouvelles informations et de décrédibiliser finalement la critique en disant mais vous connaissez pas telle étude, vous connaissez pas telle étude. Donc c'est pour ça que je vous invite comme citoyen à esquiver au maximum le bras de fer expertal ou pseudo-expertal parce que vous y arriverez jamais. Et donc, de là l'intérêt, soit de stratégies de côté comme celle qui consiste à dire mais au fait la réglementation là, par exemple, je vous rappelle quand même que Gardasil n'est pas allé au bout de son AMM, c'est-à-dire c'est une AMM avant la fin du développement, c'est une AMM d'exception, ce qui pose quand même un sacré problème, parce que Gardasil, qui est le fabricant, c'est Merck, et c'est qui Merck? Merck, c'est le fabricant de Vioxx. Or, Vioxx, c'est quand même une affaire où le fabricant a été formellement accusé de falsification. Donc, on a là, et je reviens quand même à la vision politique qu'on voulait développer ce soir, c'est que lever les exigences de la loi ou faire des exceptions à la réglementation, c'est bien, mais c'est quand même un privilège. Et c'est un privilège qui devrait appeler quand même un minimum de crédibilité chez les instances qui profitent de cet allègement de la loi. Or, finalement, on se rend compte aujourd'hui que les administrations sanitaires donnent des blancs-seings à des gens qui ont déjà eu des comportements criminels caractérisés. C'est la même chose avec le vaccin contre la grippe, parce que l'agence européenne nous dit, ben voilà, on a donné l'AMM dans des conditions exceptionnelles, on n'a pas les données d'efficacité et de tolérance, et donc on charge les fabricants de recueillir les bons. Alors, déjà, c'est une aberration, parce que c'est évident que les fabricants, ils ont quand même des conflits d'intérêts. Bon. Et deuxièmement, les fabricants, c'est qui? C'est Aventis Glaxo qui sont mis en examen aujourd'hui sur une affaire vaccinale précédente. Je trouve quand même que c'est ahurissant, et c'est toujours... Alors, s'il y a des juristes ici, ils vont me dire, ah, mon bon monsieur, comme ancien expert judiciaire, vous devriez connaître la présomption d'innocence. Oh, la présomption d'innocence, moi je veux bien. Je réponds toujours, lequel d'entre vous, sachant que tel professeur de piano est mis en examen pour des affaires de pédophilie, va lui confier sa fille de 5 ans en cours particulier? Il est quand même là le problème. De toute façon, présomption d'innocence, elle a quand même des limites. Vous savez très bien dans les affaires matrimoniales, dès qu'il y a suspicion d'attouchement de machin, ce qui est très la mode en ce moment dans les conflits de couple, bon ben, le magistrat suspend le droit de visite avant même qu'il y ait eu une inculpation, etc. Donc, pour répondre à votre question,
Malheureusement, je ne peux pas y répondre. La seule chose que je peux dire, c'est que quand il me vient à la fantaisie de regarder une des études du CDC américain ou des experts américains ou britanniques qui disent qu'il n'y a pas de risque, franchement, c'est des études de merde. Bon, voilà tout ce que je peux dire. Mais donc, ils ne sont pas très convaincants. Cela dit, je n'ai pas fait le travail suffisant sur le sujet. Bon, cela dit, je pense quand même que le risque MMR, c'est au rayon rougeole rubéole. Je pense que le risque de ces maladies est tellement minime qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. C'est-à-dire, prenez l'exemple d'une rougeole. Bon, je pense que le risque d'une rougeole maligne, ça doit être à peu près 1 sur 100 000, quelque chose de genre, à la condition que vous contractiez. Merci. Cette rougeole. Donc, la probabilité à l'échelle d'un gamin que vous avez, c'est 1 sur 1 million ou 1 sur 10 millions. Eh bien, moi, je suis désolé. Je ne connais pas un seul médicament pour lequel vous puissiez garantir un risque inférieur à 1 sur 10 millions ou 1 sur 1 million. C'est tout le problème avec le vaccin contre la grippe. Bon, finalement, les alarmistes, ils se sont mis sur une position irréfutable au sens popérien. Ils vous disent, vous pouvez mourir d'une grippe maligne. Moi, j'ai rien à répondre. Si on veut être sérieux, on ne peut pas contester ça. Mais la grippe maligne, quand vous n'avez pas de facteur de risque, c'est à peu près 20 personnes par an, et encore. Bon. Donc, si vous voulez, faites une règle de 3, 20 personnes sur 65 millions de sujets, ça fait quand même pas beaucoup. À côté de ça, moi je vous dis, 7 morts chez 2000 patients. Donc, la réalité statistique, c'est, je suis désolé de ne pas pouvoir vous rassurer totalement, c'est ce que je dis aux parents, mais ils entendent très bien. Je ne peux pas vous garantir que vous n'allez pas faire une grippe maligne, je ne peux pas vous garantir que votre bébé ne va pas faire une grippe maligne. Mais ce que je peux vous garantir en professionnel du médicament, c'est que le risque de faire une grippe maligne pour votre enfant est très nettement inférieur au risque de ce vaccin qui a été développé dans des conditions catastrophiques. Je crois qu'on est obligé de quitter la salle. Je suis désolé, on peut continuer de discuter dehors si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas trop froid, mais on a promis aux gardiens de quitter la salle, de laisser la salle.